Sans crainte. Il y a un livre qui sort aujourd'hui qui va vous intéresser et qui nous permet de revenir sur l'univers brutal du hockey au Canada. C'est d'ailleurs le sous-titre de La fosse aux lions qui a été traduit en français ici. C'est un ouvrage de Rick Westhead, bien connu au Canada anglais, qui a fait toute une enquête et qui a été publié pour la première fois, ce livre-là, sous le titre We Breed Lions, Confronting Canada's Troubled Hockey Culture. Et vous pouvez désormais le lire en français. La fosse aux lions, de quoi ça parle? Ça parle de toute cette culture toxique, des agressions sexuelles, à la façon dont on élève, entre guillemets, les jeunes dès leur plus jeune âge pour en faire des hommes, finalement, qui sont vraiment comme pris dans une hyper-masculinité toxique et qui en viennent à penser que parce que tu patines bien, tout est permis. Et ça commence bien sûr avec cette histoire dont on vous a déjà parlé ici. C'est bien sûr le procès qui avait impliqué Hockey Canada. C'était devenu un grand scandale. Et une personne qui a été au cœur de tout ça, c'est l'ex-ministre des Sports du Canada, Pascal Saint-Onge, qui signe la préface justement de La fosse aux lions. Merci d'être là, Pascal. Ça me fait plaisir. Pascal qui n'est plus en politique active. Non, elle était une maman active. Elle est en maternité active. Exact. Il y a quel âge maintenant, le petit bébé? Il va avoir bientôt 1 an, ça passe tellement vite. Oui, c'est ça. Puis il faut en profiter. Ah oui, ça revient pas à ces moments-là. Pascal, vous avez été là et vous êtes intervenu vraiment de façon très marquée dans la gestion de ce dossier-là. Un des plus gros scandales qui impliquait donc Hockey Canada. Quel souvenir vous avez de cette époque-là? Oh, bien, c'est en fait, j'ai envie de mettre l'accent sur le travail que Rick Westhead a fait à cette époque-là parce que moi, je le connaissais pas du tout. C'est un journaliste de TSN. Oui. Quand je regarde les matchs du Canadien, je le regarde à la TV francophone. Et donc, je le connaissais pas du tout. Et cet article-là sort et raconte ce qui s'est déroulé pendant les festivités de l'équipe de Hockey Canada en 2018. Et ça a complètement changé la trajectoire de mon mandat comme ministre des Sports. C'est ce que vous dites dans votre préface. Ben oui, parce que d'habitude, on est ministre des Sports. C'est un ministère un peu bonbon dans le sens où tout le monde aime le sport. En général, ce qu'on fait surtout, c'est célébrer les succès des athlètes canadiens, de nos équipes. Et là, êtes-vous en train de dire que c'est un petit ministère, finalement? Non, c'est un gros ministère. Mais par contre, généralement, ça brasse pas beaucoup. Ouais. Et là, on dirait que ça a donné le ton à la suite du mandat où il y a eu cette histoire-là, mais il y a eu aussi plein de témoignages d'athlètes qui ont suivi en gymnastique, en nage synchronisé, dans toutes sortes de domaines là, qui nous parlaient de la maltraitance, des sévices, etc., qu'ils avaient subis dans le monde du sport. Alors, ça a complètement changé la suite de mon mandat. Et vous veniez d'arriver, ça faisait 7 mois, là. Exactement, 7 mois jour pour jour quand l'histoire est sortie. Et, écoutez, ça m'a forcé à gérer une crise dès les premiers mois comme député et comme ministre. Votre première réaction, vous vous en souvenez, quand vous avez vu? Parce que là, ce qu'on apprenait, c'était, puis c'est ce que vous dites dans votre préface, là, finalement, lorsqu'elle éclate au grand jour, cette histoire-là, en mai 2022, on apprend l'existence d'un fonds alimenté par les cotisations des familles, utilisé pour indemniser discrètement des plaignants dans des affaires d'allégations graves. Et les témoignages des dirigeants de Hockey Canada et leurs explications évasives ont mis en lumière une organisation qui cherchait davantage à se protéger et à camoufler les problèmes de conduite de ses membres, de certains de ses membres, plutôt qu'à agir avec courage, transparence et fermeté. Vous deviez être complètement en colère de voir ça? Bien, énormément. Puis comment tout ça a commencé, c'est que à peu près 24 heures avant la publication de l'article, j'ai reçu un téléphone du président de Hockey Canada qui me disait « Il y a une histoire qui va sortir. Je peux pas vous en parler des détails parce qu'on a réglé à l'amiable avec la plaignante. Et donc, il y a une entente de confidentialité. Mais c'est à caractère sexuel. On a appelé la police. On a signalé le tout et on a laissé la police faire son travail. Donc, il me présentait ça comme s'il avait tout bien géré. Inquiétez-vous pas, Madame la ministre, on a fait ce qu'il fallait. C'est ça. C'est comme, il n'y a pas vraiment de fond à cette histoire où on l'a bien géré. Bien, c'est ça. Et là, ça a été un crescendo. Parce que, premièrement, moi, j'attendais avec impatience de savoir que c'était quoi exactement. Et là, j'ai été surprise par la hauteur, en fait, les détails qu'on apprenait sur le déroulement de cette soirée-là. Donc, une entente à l'amiable, une confidentialité, OK, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations là qui ne m'avaient pas été divulguées. Donc, évidemment, colère.
Et après ça a été un crescendo dans le sens où plus l'histoire avançait, plus on apprenait justement l'existence du fonds. Ensuite, les dirigeants qui se présentent en comité parlementaire, qui sont assez désinvoltes, qui prétendent, ou en tout cas qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose à se reprocher. Et là, toutes sortes de souvenirs. Au début, ça niait allègrement, là. Ben, c'est ça. Complètement. Et là, en même temps, tu sais, on entend tout ça, puis il y a toutes sortes d'histoires aussi qui remontent à la surface. On se dit, ouais, mais Sheldon Kennedy? Ouais. Oui, mais les autres histoires qu'on a entendues, là, d'agressions, de choses pas possibles qui se passent dans le monde du hockey, en 2018, alors qu'on savait déjà tout ça, voilà. il n'y avait rien. Exactement. Alors là, la référence à cette fameuse histoire qui impliquait Hockey Canada, on trouvait que ça méritait de donner la parole à un collègue journaliste, Antoine Lacroix, journaliste au Journal de Montréal, qui a couvert justement le procès qui se déroulait à London, en Ontario, et qui impliquait donc 5 joueurs et qui impliquait également une victime. Antoine est avec nous. Merci beaucoup, Antoine, d'être là. Ça fait plaisir. Alors, je pense que vous vous êtes rencontrés un petit peu avant, Pascal Saint-Onge, Antoine Lacroix. Antoine, on comptait sur toi pour nous expliquer. Toi, tu as été là pendant 15 jours. Oui. Tu as suivi tout le procès. La victime, qui au début était avec jury, puis qui a fini avec juge seul. La victime a toujours témoigné dans une autre pièce, même à un autre étage, pendant que les joueurs de hockey, eux, témoignaient avec leur trolley d'avocats dans la salle de cours. Tu te souviens de ta première journée? Je me souviens, ça a quand même été une journée assez marquante parce que le ton a été donné avec la teneur du récit. Au début, elle commence, elle raconte un peu le déroulement et assez rapidement, on vient aux événements qui se seraient déroulés dans la chambre d'hôtel. Et là, c'est comme... Rappelle-nous ces événements, justement. Qu'est-ce qu'alléguait la victime? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a rencontré un des joueurs, Michael McLeod, dans un bar où il y avait les festivités pour souligner leur triomphe quelques mois plus tôt du championnat mondial junior. Et là, finalement, elle, consentante, s'en va dans la chambre d'hôtel de ce joueur-là. Et il y a eu des relations consentantes, sort de la salle de bain et à sa grande surprise, il y a des joueurs qui sont dans la chambre, elle est nue, et là, complètement désemparée, elle comprend pas ce qui se passe. Elle prétend qu'elle n'avait aucune idée que c'était pour se produire. Évidemment, les avocats de la défense sont venus tout remettre en doute parce que son contre-interrogatoire a quand même duré 7 jours et demi. Se faire marteler de questions, se faire remettre en doute avec des insinuations qui étaient assez dures à entendre. Et là, il y a eu des paroles de certains joueurs où on parlait de bâtons de golf, on parlait de balles de golf, de lui insérer. C'est devenu, elle a raconté, ça a été mis sur le pilote automatique. Pour elle, c'était comme la façon de survivre un peu cette soirée-là, c'était de faire ce que les joueurs lui disaient de faire. Et elle a quitté la chambre en pleurs. Et même les joueurs l'ont filmé à 2 reprises pour dire « Hey, t'étais consentante, t'étais d'accord avec tout ça. » Cette soirée-là, là. Oui, cette soirée-là. Et il l'aurait même, il lui aurait dit « Faut que tu prennes ta douche, puis tu vas nous dire sur vidéo que tout ça, là, c'était avec ton accord. » C'est ça. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que ils m'ont comme dicté quoi dire. C'était pas mal. Je regarde comment j'agis. Clairement, je suis saoul. Et là, il y a comme son récit à elle. Et là, après ça, on tombe dans le contre-interrogatoire des avocats où là, c'est comme une toute autre version qui est mise de l'avant, que c'est elle qui a supplié les joueurs, que tout se passe. Ça, c'est ce que les avocats disaient. Elle agissait comme une porn star. Il y a même un avocat, un moment donné, il a dit « Ah, ben tu sais, toi, dans le fond, là, c'était un grand brun, tu serais retourné chez lui, là, peu importe. » N'importe qui, finalement. C'est ça. Fait qu'on l'a vraiment fait passer pour quelqu'un qui voulait que tout ça se déroule. Et clairement, ben, elle, dans son récit, c'est pas ça qui est survenu. Et dénouement au courant de l'été, la juge rend son verdict et dit qu'elle était pas crédible et pas fiable. Et ben là, c'est là qu'on tombe dans l'ouvrage de Rick Westhead, qui je pense est très important. Il vient un peu mettre en lumière certains éléments qui n'ont pas été pris en compte par la juge de la preuve, certains textos, certaines paroles, parce que oui, Hockey Canada a fait enquête et il y a certains témoignages, certains passages qui auraient pu être intéressants pour le procès criminel qui n'ont pas été admis en preuve.
Et je pense qu'il laisse après ça le public se faire une idée un peu sur vous, ça aurait été quoi? En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est déroulé finalement? Parce que je pense que ces éléments-là auraient pu changer la donne. Rappelle, Antoine, pourquoi c'est passé de jury à juge seul finalement? Ça, c'est très rarement vu là, dans le droit. Là. Il y a eu un premier... comment ça s'appelle? C'est un avortement de procès. C'est pas très beau, mais en tout cas, on appelle ça de même. Et ce qui est arrivé, c'est que la première journée, après la déclaration d'ouverture de la couronne, ils ont lâché lousse les jurés sur l'heure du dîner pour qu'ils aillent manger. Il y avait des restaurants pas trop loin, sont allés là. Et là, ils tombent face à face avec des avocats de la défense. Il y a certaines paroles qui sont échangées et ça a été rapporté à la juge. Et ça, c'est pas censé arriver. Ben, c'est pas censé arriver. C'est un film, cette affaire-là. Et là, déjà là, le procès a même pas entendu son premier témoin que finalement, les procédures sont sur pause. Finalement, on déclare un avortement de procès. Le lendemain, Je pense qu'il y a même un ou deux jurys qui ont dit on a vraiment été intimidés, on se sentait intimidés. Ça, c'est pour le deuxième. Ah, c'est le deux. Oh, mon Dieu, oui, parce que là, il y a les paroles qui auraient supposément été échangées, c'est que il y aurait eu des regards ou des hochements de tête, peut-être désapprobateurs ou en tout cas approbateurs par rapport à ce que la couronne a dit. Donc, eux autres, ils ont pris ça comme ils disent qu'on est partial et tout ça. Mais là, finalement, il y a eu un deuxième jury qui est formé. Ouais. Donc là, on reprend 12 personnes, monsieur, madame, tout le monde de la population, qui vont devoir trancher. Le procès s'entame et finalement, il y a le témoignage durant au total 9 jours de la plaignante. Et là, quelques jours après, je pense que c'est 2 jours après, il y a deux jurés qui font parvenir une note. Ils disent... tel et tel avocat, on trouve qu'ils sont pas professionnels. Ils ont de l'air de se moquer de nous et de nous juger. Là. Donc, en gros, oui, ils se sentaient un peu intimidés là, par leur façon d'agir dans la salle de cours. Là, c'est encore gros branle-bas de combat, mais la juge n'a pas vraiment tenté de comprendre, ou en tout cas, elle n'a pas demandé à tous les autres jurés qu'est-ce qu'ils en pensaient, pas fait de directive pour essayer de atténuer la situation. Et là, le gros problème qu'on avait, c'est si on fait un deuxième avortement de procès, il faut recommencer du début. Oh mon Dieu. Et là, la victime doit recommencer son témoignage de A à Z. Et ça a été très pénible la première fois. Donc, malgré les commentaires de la couronne, ce qui a été décidé, c'est qu'il y avait une dissolution du jury. Ça allait être la juge toute seule. On continue de devenir la juge seule. Et, toi qui l'as vu, la victime, tu l'as trouvé crédible, Antoine? J'ai trouvé qu'elle était très sincère dans son récit. J'ai pas senti qu'elle était vengeresse dans ce qu'elle disait. Je pense qu'elle voulait aller raconter ce qu'elle a senti avoir vécu. Puis c'est sûr qu'à certains moments dans son récit, je parle au niveau du contre-interrogatoire, assez énervé, mais je pense qui s'énerverait pas lorsqu'on se fait faire autant d'insinuations. Fait que c'est sûr que c'est impossible de rester calme. Mais je pense qu'à un moment donné, elle leur disait hey, je sais plus quoi vous dire. Là. Peu importe ce que je dis, vous me remettez en doute. À un certain point, j'ai pas l'impression que je peux vous satisfaire avec mes réponses. Parce qu'on s'attendait encore une fois, Pascal Saint-Onge, à une victime parfaite. Là. Ah ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on a besoin parfois pour obtenir justice. Vous, quand vous avez vu le jugement, vous étiez plus ministre des Sports à ce moment-là? Non. C'était après, en fait, que j'ai quitté la politique, là, que la décision a été rendue. Finalement, les 5 gars, là, Michael McLeod, Carter John Hart, Alexander Formenton, Dylan Dubé, Callan Hayden-Foot, jugés non coupables des chefs d'accusation contre eux. Il y en a même, je pense qu'il y en a un au moins là, qui joue au hockey. Il y en a un qui a signé un contrat de 5,5 millions avec les Golden Knights de Vegas, Carter Hart, un gardien de but. Ils ont tous le droit de jouer. Oui, c'est ça. Ils ont tous le droit là, de revenir jouer là, dans une ligue. Fait business as usual. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette histoire-là, de ces souvenirs qui reviennent aussi? Puis sincèrement, moi, quand j'ai vu... C'est sûr qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit... Je pense qu'on peut le dire, Pascal. Je sais pas, vous, de votre côté...
Si vous pensiez qu'il y aurait des accusations qui allaient être tenues contre eux, mais je pense que c'est toujours délicat dans ces affaires-là de dire... La barre pour rencontrer un verdict de culpabilité, donc ça veut dire hors de tout doute raisonnable dans une histoire comme ça où c'est la parole des uns contre la parole des autres. Ça n'en prend beaucoup là, pour rencontrer la barre et puis qu'il y ait une condamnation. Par contre, j'ai trouvé évidemment que les propos sur la plaignante étaient extrêmement durs et pas nécessaires. Et je pense qu'au Québec, on a une culture qui n'est pas parfaite au niveau de la façon dont les cas d'agression sexuelle sont traités. Mais j'ai l'impression qu'on a une longueur d'avance là, sur plusieurs autres provinces au Canada par rapport à la façon dont les victimes sont traitées là, dans ces circonstances-là. Donc, ça, c'est mon premier constat. Et évidemment, je pense que la conclusion à laquelle on peut et on doit arriver à la suite de ce procès-là, puis de tout ce qu'on a appris au sujet de la culture du hockey, au sujet de Hockey Canada, c'est que c'est un verdict de non-culpabilité. Ça ne témoigne pas de toute la culture toxique qui est bien implantée dans ce sport-là. Et il y a eu des signaux d'alarme au fil du temps depuis des décennies où il y a eu des procès pour agression sexuelle, où il y a eu des rapports d'experts, par-dessus rapports d'experts qui exprimaient qu'il y avait des enjeux à corriger dans le monde du hockey. Et ça n'a jamais été fait par les ligues, par les organisations canadiennes. Et c'est en train, à mon avis, d'empoisonner complètement le sport. Et le travail que Rick a fait et son livre est tellement important. Et puis j'invite vraiment toutes les familles. C'est vraiment un très, très bon ouvrage. Là. Oui. Mais je retiens, puis on va s'arrêter ici quelques minutes. Puis je vais revenir à la conclusion, parce que la conclusion est quand même troublante. Là, parce que là, on parle d'une histoire qui est arrivée il y a quelques années, hein, mais ce qui semble dire, c'est qu'il y a encore... Enfin, il y a des personnes dans son livre qui disent qu'il y a encore cette culture-là toxique, puis qu'on a encore beaucoup de croûtes à manger. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont des jeunes qui jouent au hockey. Il y a beaucoup de hockey moms, de hockey dad, des gens qui passent leur fin de semaine, leur soirée, qui mettent beaucoup d'argent, qui rêvent que leurs jeunes soient un jour dans la Ligue nationale de hockey. Beaucoup de partisans, on se rue voir les matchs. Puis, en même temps, on a ces histoires-là. Moi, je veux savoir de vous, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous dites, ben là, tu sais, à un moment donné, on les comprend, ces jeunes-là, c'est plein d'adrénaline. Puis des fois, il y a aussi ce qu'on appelle les filles de POC, là, les plots à POC. Les plots à POC. Et en anglais, c'est les plug bunnies. Les plug bunnies. Une fleur d'aréna, Isabelle. Ouais, c'est vraiment une plus fleur élégant. d'aréna. Il y en a qui disent fleur d'aréna. Ouais, c'est plus élégant. Non, mais c'est épouvantable, les témoignages qu'il y a là-dedans, comment les gars considèrent les femmes. Fait qu'il y a plus largement, c'est un aspect, le sport est tellement central dans notre société. Moi, je vais vous entendre là-dessus. 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio.